C'est un ancien coureur automobile qui a été refusé par le milieu automobile puisqu'il n'est pas devenu champion. Il devient chauffeur des gangsters et lui il veut monter au-dessus. Il arrive à faire un coup qui va réussir. C'est un peu un héros moderne, mais il y a un mélange de tout, de courage, pas de lâcheté, mais de réserve comme ça par moment. C'est un acteur très professionnel qui connaît très bien son métier et en même temps un être très secret. C'est-à-dire que il se livre beaucoup moins qu'on m'avait dit. Enfin, c'est un garçon fermé sur lui-même, méfiant. Je pense que l'attitude de la presse à son égard l'a un peu irrité et qu'il ne se livre beaucoup moins qu'avant. Il se livre totalement dans son personnage. Ancien coureur automobile, faux clochard, cet homme dangereux a-t-il inventé une nouvelle forme de gangstérisme? En fait, les gangsters sont simplement une anecdote pour amener la violence dans le film et pour donner plus de force aux situations. En fait, c'est une histoire qui pourrait se dérouler dans un état de milieu. C'est un homme humilié, qui se replie sur lui-même. C'est un type passionné par la musique de jazz, les cravates. François? Bonsoir Bénédicte. Voilà, je t'ai retrouvé. J'étais sûre que tu viendrais ici. Pourquoi? Tu me cherchais? Partout. J'ai lu les journaux. Elle l'accepte un peu comme il est, malgré qu'elle se fâche avec lui, et justement, il ne supporte pas à la fin quand il est humilié devant elle. Ça, c'est trop fort. Et là, il a sa révolte et il est tué. Mais ce que j'aime bien dans le personnage, c'est que finalement, il obtient la gloire. C'est la gloire qu'il cherche tout le temps parce qu'il colle les photos de lui. Enfin, il s'aime beaucoup. Et quand il a tout ça, il ne peut pas en profiter parce qu'il se cache, forcé de se cacher. Donc, il ne profite pas de toute cette gloire qu'il aurait voulu comme coureur automobile, qu'il a en tant que gangster. Il ne peut pas s'en servir. François Hollin avait osé se débarrasser d'un concurrent dangereux en simulant un accident. C'était bien déjà cet homme au nerf d'acier, ce grand fauve. Dans ce film, j'ai le rôle d'un cover girl. Pas vraiment, c'est-à-dire que c'est une fille qui est très riche, un peu bourgeoise, qui fait des photos de temps en temps comme ça, pour faire quelque chose, et qui est amoureux de Belmondo dans le film. Est-ce que c'est un personnage qui vous est antipathique, votre cover girl? Non, elle est très gentille. Vous vous retrouvez? Oui et non, c'est-à-dire c'est pas tout à fait un cover girl parce qu'elle ne le fait pas pour gagner des sous tellement, c'est pour faire quelque chose, tandis que quand on est cover girl, on le fait pour l'argent aussi. Elle est photogénique. Je veux dire, la première fois où je l'ai vue, je l'ai remarquée, c'était dans le couloir de mon impresario, et on a fait des essais. Je ne savais pas ce qu'elle valait comme comédienne. Et je dois dire que sur l'écran, sans rien faire, son regard existait, ses attitudes, ses gestes existaient, étaient très beaux, sa silhouette aussi, et elle avait une espèce de présence comme ça sur l'écran. Je viens pour cette cravate en fil de coco. Vous savez, votre réclame, celle qui est passée dans François. Jean-Paul Belmondo qui est traqué, enfin le personnage O est traqué par toutes les polices de Paris et il vit seul dans la plus grande des solitudes et il a une passion qui lui reste, qui est celle des cravates. Et il a vu une publicité dans un journal pour une cravate extraordinaire. Alors il va venir dans ce magasin empli de cravates. Il se sent heureux de vivre, absolument pas intrigué alors que ses camarades de hold-up sont déjà arrêtés par la police ou sont déjà en contact avec eux. Et il règne quand même dans ce magasin une espèce d'atmosphère étrange parce qu'il n'y a personne, tout est feutré. Et quand Jean-Paul se retourne devant la glace qui était ici, il observe le vendeur qui s'en va dans un escalier par là, il se retourne, la caissière qui est là s'en va également sur la pointe des pieds. Et quand Jean-Paul se regarde dans la glace, il aperçoit dans la vitrine qui est derrière deux personnages qui sont particulièrement des policiers, on les reconnaît de très loin. Et alors à ce moment-là, il comprend que c'est un piège. Alors, il n'a plus qu'une solution, il faut qu'il tente une sortie. Il sort son revolver qu'il cache sous son imperméable, se retourne et se dirige vers la porte. On ne sait pas ce qui va se passer. Et voilà, Jean-Paul sort, il a caché son revolver sous son imperméable. Et à ce moment-là, deux policiers arrivent. Police! Qui lui demande de rentrer et il ne peut que tirer sur les policiers. Il tire. Entre à l'intérieur! Et il s'en va par là. Alors les caméras étaient cachées, une au balcon qui est en face, une autre là et une ici. Et nous avons filmé tout ça au téléobjectif. Alors sur ce carrefour, c'est là que le policier arrivait et s'écroulait sans que les gens soient prévenus. Si bien que nous avons eu des réactions de gens qui étaient absolument inattendus. Nous n'avions pas l'autorisation de tourner avec des vrais revolvers parce que nous sommes dans un quartier de bijouterie et nous avons donc utilisé uniquement les revolvers avec des amorces spéciales qui font pas de bruit mais qui font des flammes.
Bien sûr, c'est toujours inquiétant de tourner dans la rue parce qu'on ne connaît pas la réaction des gens. Mais là, nous avions mélangé aux gens qui sont dans la rue comme ça, des figurants à nous qui pouvaient contrôler la situation au cas où, tout d'un coup, un gardien d'une bijouterie sorte avec un vrai revolver et s'apprête à arrêter Belmondo en train de courir dans la rue. Est-ce que les gens reconnaissaient Belmondo? Pas tellement, parce que Jean-Paul a à ce moment-là des lunettes de soleil, il avait son appareil et il courait. Enfin, ce qui les inquiétait, c'était de voir un homme paniqué, en fuite, en train de s'arrêter, de tirer avec un revolver.